Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo de la série Transformation chimique consacrée à la détermination de la masse d'une entité à partir de sa formule brute. Alors pour commencer, on va faire un peu d'histoire et on va essayer de savoir comment est-ce qu'on a pu mesurer la masse d'un atome. Alors, 1789, un Français qui s'appelle Antoine Laurent de Lavoisier énonce, après de nombreuses mesures expérimentales sur des réactions chimiques, qu'il y a conservation de la masse lors d'une réaction chimique. 5 ans plus tard, en 1794, un autre Français, Joseph-Louis Proust, énonce ce qu'on appelle la loi des proportions définies. Que dit cette loi? Elle nous dit que dans tout corps composé, les proportions en masse des constituants sont identiques, quelle que soit la façon de l'obtenir. C'est-à-dire que si on fabrique un composé, peu importe la façon dont on le fait, à chaque fois, les constituants qu'on utilise pour le faire sont toujours dans les mêmes proportions en masse. Alors, pour expliquer ces deux choses-là, en 1803, Dalton va devoir recourir à une théorie qui s'appellera la théorie atomique. Que dit-elle? Elle dit qu'un corps simple est formé d'une seule sorte d'atomes, que tous les atomes d'un corps simple sont identiques, que les atomes restent inchangés dans leur réaction chimique, et dans la formation ou la destruction de corps composés, les atomes sont séparés ou recombinés dans un rapport différent. Il nous donne aussi une nouvelle représentation avec des symboles qui correspondent à chaque atome. À partir de là, il en déduit la loi des proportions multiples, qui est juste le pendant de la loi des proportions définies de Proust. Seulement, à la place des masses, on va retrouver des atomes. Donc. Et il nous dit donc que les atomes s'assemblent toujours dans les mêmes proportions. À partir de là, il en déduit une manière de mesurer la masse des atomes, mais par rapport à un atome de référence. Il choisit cet atome comme étant l'hydrogène puisque c'est le plus petit. Il va donc mesurer ce qu'on appelle des masses relatives, ce qui est toujours ce qu'on fait aujourd'hui. Un exemple, si 3 volumes d'azote se combinent à 3 volumes d'hydrogène pour former 2 volumes d'ammoniac, avec la formule que l'on voit ci-dessous, et qu'on s'aperçoit que 14 grammes d'azote se combinent à 3 grammes d'hydrogène pour former 17 grammes d'ammoniac, conservation de la masse, eh bien on s'aperçoit que la masse de la molécule d'azote doit être 14 fois plus grande que celle de la molécule d'hydrogène, puisque un volume correspond à 14 grammes, alors que 3 volumes correspondent à 3 grammes. Donc voilà comment on peut déterminer la masse relative des atomes. On verra dans la deuxième vidéo sur la mole comment on pourra obtenir les valeurs qu'on va donner plus tard. Alors, avec les travaux de Gay-Lussac et d'Avogadro sur les gaz, eh bien, un Suédois qui s'appelle Berzelius va continuer ses mesures de masse relative, mais il va changer la référence, puisqu'au lieu de prendre l'hydrogène, il va lui utiliser l'oxygène. Seulement, pour ne pas modifier toutes les valeurs déjà mesurées, il va prendre 1/16e de la valeur de l'oxygène. Alors, on a vu au début de l'année que pour avoir une bonne valeur de la masse d'un atome, eh ben, il suffisait de faire la masse de ses constituants. Ces constituants, ce sont les protons et les neutrons à l'intérieur du noyau et les électrons autour de ce noyau. Alors la question qu'on se pose dans cette vidéo, eh bien, c'est comment calculer la masse d'une entité. Alors on va rappeler qu'entité, ça peut être un atome, qui a peu d'intérêt ici, un ion, une molécule, ou encore un composé ionique. Donc, comment calculer la masse de cette entité à partir de sa formule brute et des masses des atomes qui la constituent? Eh bien, on va effectuer la même chose que ce qu'on a fait pour l'atome et ses constituants. Pour l'entité, on va faire la somme des masses de tous les atomes qui constituent cette entité. Alors, on va voir ça sur quelques exemples et on commence par donner quelques masses d'atomes. Donc, si vous posez la question de comment on les a trouvées, regardez la deuxième vidéo sur la mole. Alors, à partir de ces masses d'atomes, eh bien, on peut trouver la masse de l'ion sodium, qui va être la même que la masse de l'atome de sodium, puisque la masse d'un électron, comme on l'a vu dans le cours, est très petite devant celle d'un nucléon, c'est-à-dire proton ou neutron. Pour la masse d'un composé ionique, par exemple le chlorure de sodium, NaCl, qui je vous rappelle est constitué en fait d'un ion sodium et d'un ion chlorure, eh bien, on va faire tout simplement la somme de la masse de l'atome de sodium plus la masse de l'atome de chlorure. De chlore, pardon. On obtient donc la masse du chlorure de sodium. Pour une molécule, par exemple une molécule d'éthanol, donc sa formule brute C2H6O, et pour faire la masse de l'éthanol, la masse d'une molécule d'éthanol, eh bien on va faire la masse d'un atome de carbone fois 2, puisqu'il y en a deux,
plus 6 fois la masse d'un atome d'hydrogène, plus une fois la masse d'un atome d'oxygène. On obtient donc la valeur suivante. Alors, on peut aussi le faire sur un composé quelconque, hein, qu'il soit ionique, moléculaire ou autre. Exemple ici, donc le composé qui est de l'oxyde de fer Fe2O3. Ben, pour trouver sa masse, il suffit de faire donc 2 fois la masse de l'atome de fer, puisqu'il y a 2 atomes de fer dans ce composé, plus 3 fois la masse de l'atome d'oxygène. Voilà, on obtient le résultat suivant. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, je vous remercie. À bientôt, au revoir.